Est-ce que nous sommes en direct? Mes chers amis, nous avions rendez-vous à 7 heures. On a dû accuser un petit retard. Ah, il y a Papy Diouf qui est connecté, il y a Jaurès, il y a Luc Samé-Fouman, MK Télévision qui regarde. C'est Régine Bienne et MK Télévision. Je crois que c'est un projet qu'elle souhaite sortir des fonds baptismaux sur le Cameroun très prochainement. Et nous encourageons cette initiative. Il y a Nathalie Ayop aussi. C'est une jeune dame qui parle beaucoup de famille sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle a beaucoup de bon sens dans la plupart de ses sorties. En tout cas, celles que j'ai eu l'occasion de voir. Ah, il y a mon ami Innocent Dimi, le grand manager. Innocent, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Brazzaville au Congo, jeune CEO d'une entreprise là-bas. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que c'était un modèle encourageant un tout petit peu au retour, parce qu'il a fait toute sa carrière ici, en Europe, à Lyon notamment. Et à l'époque, il avait été convaincu par Gandou, l'ancien patron des marchés financiers de la zone CEMAC, pour qu'il revienne faire l'expérience africaine. Et c'est dans ce cadre que je l'ai rencontré. À l'époque, il lançait une bourse financière sur le Congo qui avait la particularité à l'époque d'avoir monté pas mal d'opérations heureuses. Salut à toi, Innocent, c'est un plaisir de te retrouver là. Il y a Amadou Ismaël Labas, lui c'est un loueur de voitures pour vous qui allez à Yaoundé. S'ils avaient besoin d'avoir un loueur sérieux, et ben c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire des choses. Voilà, on est une petite dizaine déjà connectés. On va attendre d'être un certain nombre pour lancer notre direct. Je suis déjà heureux de retrouver plusieurs de ces figures, plusieurs de ces visages, que pour la plupart je connais via cet outil internet, via les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est une très belle plateforme de sociabilisation qui nous permet de découvrir des gens, pour nous qui faisons de la veille prospective, des gens qui vont être utiles dans la construction de l'Afrique de demain, que nous voulons fatalement voir émerger. Donc, oui, Régine, il n'y a pas de problème, c'est normal. Alors ce soir, on va devoir parler de formation, d'éducation. C'est des thèmes qui vont beaucoup parler à Innocent Dimi, ce patron, donc ce jeune patron de la diaspora qui a fait le retour vers l'Afrique et qui certainement a dû être confronté à la question de gisement d'emploi, donc opportunités multiples d'emploi, face à la petitesse des ressources humaines qu'on peut trouver localement. À l'époque, je crois qu'il voulait élever les standards et il s'était focalisé à transmettre à plusieurs juniors qu'il avait insérés dans l'entreprise, qu'il dirigeait à l'époque un peu les standards internationaux. Voilà. Donc la formation, l'emploi, on va vous dire ce soir exactement quelle est la vision du MP3, le mouvement progressiste 3. En tout cas, dès que nous serons aux affaires, dès que nous prendrons le pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? On est quand même sur des mesures choc. J'en profite pour passer un petit coucou à notre ami David Eboutou. David qui est un grand journaliste africain qui s'est spécialisé dans l'investigation et la formation de pointe dans un environnement où on a souvent ce problème de manque de professionnalisme qui peuvent amener à une pléthore de fake news. Bonsoir à toi David et bravo pour le travail que tu fais. Le dernier en date que j'ai cru voir sur internet, c'est ta participation lors des émeutes de San Medima. Tu as fait ce déplacement, c'était bien pour être plus près de l'information. Il y a Jean-Marie Pi qui nous retrouve. Jean-Marie Pi, c'est monsieur sécurité sociale, ou plutôt assurance maladie du mouvement patriotique 3. C'est quelqu'un qui a fait tout un travail de recherche
Un travail aujourd'hui qui est fin prêt, qui attend juste à être implémenté. Alors, ce que je veux dire à nos amis quand même qui nous regardent, c'est que quand nous avons des idées nouvelles dans le cadre du mouvement progressiste 3, l'idée pour nous, c'est pas qu'elles soient forcément implémentées le jour où on sera au pouvoir. Nous, on ne se définit pas comme un parti d'opposition, on se définit comme un parti de contribution. Parce que nous avons 60 ans d'opposition en Afrique avec un bilan plutôt nul. Ça n'a rien apporté, on est sur des divisions inutiles, sur de l'invective quotidienne. Cette invective a créé quoi comme émulation? Elle a créé une émulation négative, à somme négative, je voulais dire. Parce que nous avons aujourd'hui une jeunesse qui ne se définit que par rapport aux oppositions, par rapport aux antagonismes. Or, aucune grande civilisation ne s'est construite de cette manière. Il faut enseigner l'amour, le respect des autres aux gens, le respect des différences, le respect des opinions contraires. C'est très important pour nous. Alors, il y a Paul Biya qui nous retrouve aussi à l'instant. Paul Biya, c'est pas le président de la République, cher Alex. Paul Biya, c'est un jeune patron de radio qui est à Yaoundé au Cameroun, qui a catapulté un projet qui s'appelle Voice Radio, jeune patron, à peine trentenaire, et qui œuvre de ce côté à faire avancer un tout petit peu les choses. C'est une belle plateforme de démocratie à laquelle j'ai été invité très souvent quand je portais les couleurs du Parti républicain, et une plateforme qui m'a beaucoup aidé à faire connaître nos idées là-bas. Merci Paul. J'ai pu comprendre qu'il se présentait également quelque part aux élections. Oui. Paul, il a tombé le masque. Cher Paul, je ne trahis pas en secret en le disant. Il a tombé le masque en se jetant dans la carrière politique, l'arène politique. Je crois que lui, c'est plus les hommes politiques qui veulent faire de la politique utile, de proximité. Et il visait notamment la mairie de Yaoundé 5, pour essayer d'y apporter un peu la touche jeune. Paul, les gens comme Paul, c'est les générations 5G, ça va très très vite avec eux. Et donc nous lui souhaitons toutes les chances possibles s'il se présente toujours. Donc il y a Patricia Oona et Benda qui nous regardent. Bonsoir Patricia, c'est un plaisir de vous connaître. C'est la première fois que je vous vois. Et bien tous les autres. Donc le thème de ce soir, si vous permettez qu'on y aille Alex. S'il faut bien. D'accord, donc le thème de ce soir, c'est quelle est la vision que le mouvement progressiste 3 a de l'éducation, de la formation. Alors, d'emblée, je vais vous annoncer des mesures fortes. Ce que nous voulons faire, c'est de consacrer 40% du budget national à l'éducation et à la formation. Alors, quand on dit ça, on voit déjà des gens jeter des cris d'orfraie. Ah, mais c'est énorme, 40%, nous sommes à quasiment 5 milliards de budget, 5 000 milliards, pardon, de francs CFA de budget. Donc 40%, on a vite fait la somme, on voit ce que ça donne. C'est assez important, c'est assez conséquent, je crois qu'on doit être dans les 2 000 milliards. Alors ces 40%, on ne va pas les affecter sur un seul exercice. C'est 40% qui vont être affectés sur au moins une génération. Je vais vous expliquer pourquoi nous voulons faire ça. Ça fait très révolutionnaire. Mais il y a des gens qui vous diront « Oh, l'éducation, elle coûte cher ». Mais moi, j'ai envie de dire que l'ignorance coûte encore plus cher à la société. Donc, l'idéal pour des jeunes nations comme les nôtres, on a à peine 60 ans d'existence, l'idéal pour une jeune nation comme la nôtre, c'est qu'on ait un tissu de ressources humaines de qualité. Parce qu'on ne développe pas un pays sans ressources humaines de qualité. Il n'y a pas de développement qui se fasse en dehors des hommes. Donc, on considère que en 60 ans, nous avons fait des erreurs stratégiques. L'une de ces erreurs, ça a été d'appliquer à l'aveuglette les programmes d'ajustement structurel qui sont venus complètement s'aborder toute la dynamique qui avait commencé à être tracée par les pères fondateurs de notre pays. À l'époque, on se souvient, vous aviez des lycées comme le lycée de Marois, le lycée de Bafia, le lycée de Yagua, le lycée de Kaélé. C'était des pôles d'excellence. Ouais. C'est-à-dire que l'État, et là nous en profitons pour rendre un hommage aux pères fondateurs, Aïdjo à l'époque avait pensé qu'il fallait investir de manière prioritaire sur l'éducation parce que c'était la seule possibilité pour nous de pouvoir construire un État solide. Bon, après sont venus les années 80, après les 30 glorieuses, le choc pétrolier des années 70,
on se retrouvait contraint par les institutions bretton-woodziennes, Banque mondiale, FMI, d'ajuster la vision stratégique que nous avions de notre économie. Ils ont considéré que l'éducation, comme la santé, était pour eux, éducation, santé, c'était des dépenses sociales. Et donc, on a demandé aux États de se désengager de ces domaines-là. Chose que nos États ont fait, ils ont obtempéré. C'était une erreur grossière. Parce qu'on était à peine des États sortis de leur œuf, et que s'il y avait un investissement prioritaire à faire, c'était d'investir pour avoir une ressource humaine de qualité. Donc la conséquence directe, quand nous avons appliqué ces plans d'ajustement structurel, qui ont fait qu'on rende l'école et bien d'autres matières, comme la santé, forcément payantes, la conséquence directe, moi je crois qu'on a une belle lumière là, hein, Alex, malgré que ça s'éteint. La conséquence directe, ça a été quoi? Ça a été que nous avons laissé beaucoup de génies sur le bord du chemin. Parce que leurs parents n'ayant pas d'argent, eh ben, beaucoup de gens sont sortis des circuits scolaires de cette manière. C'était un tort pour l'Afrique. Donc nous pensons que prioritairement, il faut qu'on rattrape une erreur stratégique qui a été commise il y a une trentaine d'années bientôt. Cette erreur stratégique qui a été commise a été de suivre aveuglement les préconisations de Bretton Woods. Donc quand on dit 40%, c'est qu'on va vers un truc très révolutionnaire. L'idée pour nous, c'est quoi avec ces 40%? Pendant une génération, parce qu'il faut une génération, je vais vous expliquer pourquoi une génération. Une génération parce qu'il nous faut une génération pour sortir des ingénieurs, des cadres, des techniciens supérieurs, des ouvriers qualifiés, de ce circuit-là, de cette chaîne. Quand on les a sortis, ces derniers ont de l'argent, ils ont un pouvoir d'achat qui leur permet, eux, de financer les études de leurs enfants. On n'a plus besoin d'un État qui accompagne, parce que l'État a déjà fait le premier travail, qui était celui de créer toute une génération de cadres, d'ingénieurs, de gens qualifiés qui ont un pouvoir d'achat, pouvant leur permettre, eux, de financer directement l'éducation, la formation de leurs enfants. Donc on va arriver vers un désengagement de l'État qui va être donc progressif. Donc on va passer de 40% au bout d'une génération à, allez, on va dire dans les 10-13%. Alors quand on dit ça, on n'est pas totalement dans la révolution. Hein. Il ne faut pas penser que c'est des choses qui ne sont pas possibles. C'est très faisable. On a un exemple à côté de nous. Alex, ça me distrait. Soit on l'éteint, on laisse allumer. On a un exemple très clair à côté de nous, c'est l'exemple sénégalais. Le président Abdoulaye Wade, en 2011, en 2009, il m'a reçu en 2009, et justement, j'ai trouvé que le système qui était implémenté au Sénégal, c'était celui-là. C'était un système où il avait consacré pendant 10 ans, donc 2 mandats, 40% du budget du Sénégal à l'éducation. Et donc j'ai discuté avec lui, il m'a dit, bon voilà, moi, j'ai eu à batailler avec la Banque mondiale et les autres institutions bretton-woodiennes pour leur dire que l'éducation ne pouvait pas être considérée comme une dépense sociale, c'était de l'investissement. Parce que si on ne permet pas aux gens, si un État qui est jeune ne permet pas de former une ressource humaine de qualité, on n'aura pas ces gens qui vont incarner plus tard la classe moyenne, bref, qui pourront prendre le relais de l'État. Et donc, avec la Banque mondiale et le FMI, ça a été de longues discussions qui ont abouti à quoi? Ils ont finalement donné raison au président Wade, qui est un économiste, donc on ne pouvait pas la lui faire. C'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Ils ont fini par lui donner raison, en disant, bah oui, vous avez raison, on va reclassifier, on va catégoriser à nouveau. C'est effectivement l'éducation, on le comprend, on va vous laisser continuer à subventionner à hauteur de 40% de votre budget national. Donc la conséquence directe, c'est que le Sénégal n'a jamais eu autant de ressources humaines formées que sous Wade. On est passé de 18 lycées qu'il y avait au Sénégal quand il arrivait au pouvoir à 36. Donc en 40 ans de gouvernement socialiste, il y avait 18 lycées dans tout le Sénégal. En 10 ans de gouvernement Wade, il a créé 36 lycées supplémentaires. Les 40% de cette subvention ont permis quoi? Ont permis de faire de tous les lycéens, de tous les étudiants, des boursiers de l'État. Donc l'État payait une bourse à chaque lycéen et chaque étudiant, y compris les étudiants étrangers qui venaient, qui sont venus apprendre au Sénégal.
Donc on a eu ça pendant une génération et ça a été le boom. Ingénieurs sénégalais, multiplication de grandes écoles de formation, d'universités sur le Sénégal. Aujourd'hui, ils ont l'une des ressources humaines les plus intéressantes, les plus attractives en Afrique. Donc nous, on veut faire exactement le même modèle en se disant que on a perdu du temps et on ne peut pas dire que c'était forcément de mauvaise foi. Après, vous avez le président Ouad qui est un économiste, ce n'est peut-être pas le cas du président Biya, donc on n'est pas sur le même niveau de discussion. Bon, donc, nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut mettre 40% de notre budget pour l'éducation. Ces 40% vont nous permettre de faire quoi? La première chose, de faire de chaque étudiant et de chaque lycéen un boursier au Cameroun pendant une génération. Deuxième chose, de pouvoir construire 40 lycées techniques professionnels dans les 10 régions que compte le Cameroun, soit 4 lycées techniques professionnels par région. Quel est l'intérêt de construire des lycées techniques professionnels? Eh bien, c'est de former des gens à des métiers. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose chez nous, et Innocent Dimi, notre ami du Congo qui nous suit, peut être un très bon témoin, c'est qu'on se retrouve dans des pays, moi j'ai visité le Congo-Brazzaville, et en faisant le tour du pays, je suis tombé sur une zone économique qu'on appelle Maluku. C'est plus d'une quarantaine d'entreprises, et ces 40 entreprises, malheureusement, sont pourvues en termes de réponse aux offres de ressources humaines qu'on a. 75% quasiment de gens qui travaillent là-bas sont des étrangers. Mais pourquoi 75% de gens viennent profiter du gisement d'opportunités qui se dégage d'une initiative gouvernementale comme celle-là? Eh bien, ils étaient confrontés à un problème, celui du niveau de qualification requis qu'on ne trouvait pas localement. On n'avait pas des gens formés au Congo pour pouvoir à ces emplois, donc à ces opportunités d'emploi qu'offrait cette zone. Donc il ne faut pas que nous tombions sur ce même piège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginez qu'on fasse un transfert de toutes les entreprises PME que nous avons en France au Cameroun. Eh bien, on va le faire, mais ça ne va pas profiter aux jeunes Camerounais. Pourquoi? Parce que ces derniers ne sont pas formés à répondre au type de qualification qu'on attend aujourd'hui. C'est ça le problème qui va se poser. Donc on va créer ce pôle d'entreprise, et ce pôle d'entreprise, eh ben, les opportunités qu'elles vont offrir iront à des étrangers, des gens qui viendront d'ailleurs. On a besoin d'un vrai chaudronnier. Eh ben, le vrai chaudronnier, vous ne le trouverez pas au Cameroun. Vous n'en trouverez pas de chaudronnier formé. Donc nous, en faisant ces lycées techniques professionnels, 4 par région, donc 40 sur l'étendue du territoire, puisque nous avons 10 régions, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on veut se mettre en joint venture avec les entreprises qui viennent ou qui ont des projets de se délocaliser au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on veut former les gens aux métiers d'avenir et aux métiers concrets. Vous avez Mercedes, par exemple, qui décide de délocaliser sa branche dessinateur industriel sur le Cameroun. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire à Mercedes, vous vous mettrez en joint venture avec notre pôle de lycée technique professionnel pour sponsoriser un module sur, par exemple, un module dessinateur industriel. Ça fait quoi? Ça fait que Mercedes qui vient au Cameroun, qui aura besoin d'une certaine main-d'œuvre qualifiée, eh bien Mercedes participe déjà au niveau de la formation, au niveau du lycée, à la formation de ses futurs employés. La conséquence directe, positive, c'est que ces derniers sont formés sur des process réels avec une vraie culture d'entreprise. Donc on est vraiment sur quelque chose de très concret, de quelque chose de très lourd, qui fait quoi? Qui fait que vous avez des jeunes qui vont finir leur formation au lycée et qui ne vont pas passer une seule seconde chez eux parce qu'ils vont sortir des lycées pour intégrer immédiatement les entreprises qui ont sponsorisé les modules de formation qu'ils ont eu dans les lycées techniques professionnels. Donc c'est pour ça que nous voulons faire ces lycées techniques professionnels. Et cela a un coût. Nous y avons pensé. Un lycée technique professionnel, on est dans les 8 milliards d'investissements. L'idée c'est de faire quoi? L'idée c'est de prendre dans un exercice budgétaire 320 milliards pour financer les 40 à raison de 8 milliards par lycée. Donc nous finançons 320 milliards, nous allons pensionner 320 milliards une première année, le financement de 40 lycées techniques professionnels qui vont émerger dans tout le pourtour du territoire national, avec la vocation donc d'accueillir des jeunes gens qui sont formés à des métiers pratiques, à des métiers concrets,
et qui sont formés à pouvoir répondre au gisement d'opportunités qu'un pays comme le Cameroun, de toutes les façons, va incarner. Parce qu'aujourd'hui, tout est à faire au Cameroun. Mais il ne faut pas que quand les gens viendront faire ces choses, qu'on se rende compte qu'on a un déficit en termes de ressources humaines. Il faut qu'on soit dans l'anticipation. Donc c'est pour ça que nous voulons notamment mettre 40% de notre budget pour l'éducation. Ce n'est pas de l'argent dépensé inutilement. Par ailleurs, il faut dire que aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est très dynamique. C'est un très grand atout pour nous. L'atout de savoir qu'on a quasiment 60% de cette jeunesse qui est laissée sur le bord du chemin. Elle est oisive, ça veut dire qu'elle est disponible pour pouvoir être active si on lui donnait l'opportunité de le faire. Donc, il faut mettre en place un système de mentoring, il faut mettre en place des systèmes de parrainage qui font quoi? Qui font que nous avons de belles réussites à l'international. J'ai vu qu'il y a Joy Soto qui s'est connecté tout à l'heure, qui nous retrouve. C'est une femme qui est très en prise avec le monde de l'entreprise. Alors, une femme comme elle, qui est pétrie d'expérience, qui a fait ses preuves, fait le tour du monde, a partagé son expertise, mais elle devrait être utile à son pays d'origine, qui est le Cameroun. Mais être utile comment à son pays d'origine? Être utile parce qu'il faut qu'on soit capable de multiplier tout ce qui est séminaire, où on fait venir ces grands patrons qui ont une expérience pratique concrète et qui viennent s'entretenir avec des jeunes. Dans ces entretiens vont s'établir des complicités. On va découvrir des petits génies qui sont là, qui ont juste besoin d'être tenus par la main, qui ont besoin d'avoir pour mentor Séverin Kézeux, autre Camerounais, inventeur de systèmes anti-collusion, sur le, comment vous appelez ça? Les grues. Oui, voilà, sur les grues de construction. Et je suis sûr que vous qui nous regardez, très peu savent que c'est un Camerounais qui a inventé le système anti-collusion des grues. Aujourd'hui, sa société va être cotée à près de milliards de dollars. Et qui a d'ailleurs été repris, c'est-à-dire sur le système également des véhicules anti-collision. Parce qu'aujourd'hui, les véhicules de dernière génération... Tu pourrais lever un peu la voix, Alex? Parce qu'aujourd'hui, les véhicules de seconde génération, on va dire actuels, sont équipés des systèmes anti-collision. Ça veut dire que tu conduis ton véhicule, mais en fait, tu ne peux pas te rapprocher du véhicule en face si jamais... On l'a vu la dernière fois avec le véhicule qu'on avait, c'est-à-dire on a été distrait quelques secondes, mais en fait, tu ne peux pas conduire le véhicule devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce système qui freine directement. Et en fait, c'est Séverin Kézeux, c'est qu'il a fait avec les grues, c'est ça, qu'il a mis en place un système qui fait à ce que les grues ne peuvent pas se rencontrer et ne peuvent pas se conduire. Et c'est quelque chose d'extrêmement révolutionnaire dans des pays, notamment, je vais dire que du Moyen-Orient, où on construit énormément en hauteur. Donc c'est quelque chose d'énorme et ça mérite d'être connu. Voilà. Donc c'est un Camerounais, Séverin Kézeux, qui est l'inventeur de ce système, qui est inventeur pas que de ça. Aujourd'hui, l'armée française, dans le domaine de la défense, a beaucoup, utilise des matériaux qui sont des inventions de ce Séverin Kézeux. Combien de Camerounais le connaissent? Parce que vous savez, les gens qui sont grands font du bien sans faire bruit, parce que le bruit ne fait pas de bien. Donc, nous, aujourd'hui, notre responsabilité, en tant que mouvement politique, c'est d'aller draguer tous ces champions, d'aller leur dire, c'est vrai, vous avez dû désespérer de notre pays, parce que, malheureusement, nous avons eu le malheur d'avoir toute une génération de gens qui étaient opposés à l'idée du progrès et qui avaient pour mission principale de décourager toute personne qui venait habiter par de la positivité. Ce qui nous a valu quoi? Ce qui a valu qu'on a des gens partis de la diaspora qui étaient de bonne volonté pour aller faire des choses là-bas, qui sont venus avec des partenaires, qui ont été découragés. Leur retour d'expérience a dissuadé beaucoup d'autres de partir. Donc nous, aujourd'hui, nous avons une responsabilité. C'est de réintéresser ces gens au Cameroun. Ça ne va pas être facile. C'est très compliqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, la plateforme de bonne volonté, la plateforme de gens positifs que nous sommes en train de mettre sur place, viendra peu à peu à surmonter ces difficultés. Donc, moi je pense que pour clore cette vision globale que nous avons sur l'éducation et la formation, qu'il est prioritaire que nous soyons dans l'anticipation de ce qui va se produire fatalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance qui balbutie en Europe, on est à peine dans les 1%. L'Europe sera obligée d'aller chercher les points de croissance ailleurs, sur des marchés émergents, sur des marchés où il y a tout à faire. Mais il ne faut pas qu'au moment où ces sociétés vont commencer à débarquer en Afrique, qu'on se retrouve avec une jeunesse qui n'est pas formée. On va rater le coach. Donc, nous sommes dans cette anticipation.
écoute, Morgan, pour rebondir dans ce que tu as dit, est-ce que tu sais que quand les Chinois sont venus au Cameroun pour le projet Doba Kribi, on a eu des problèmes pour les soudeurs. Les Chinois n'ont pas trouvé des gars qui pouvaient faire la soudure, c'est-à-dire que de précision. Donc ils ont dû venir avec des mecs de Chine pour en fait souder cette pipeline qui quittait de Doba jusqu'à Kribi. Ouais. Donc imagine-toi un tout petit peu ce que ça aurait pu apporter si on avait, on va dire, des étudiants formés, des lycéens formés. Et ça renvoie un tout petit peu à ceux qui ont connu à l'époque, on avait des CETIC. Est-ce que ça existe encore des CETIC au Cameroun? C'est connu d'enseignement technique où on formait avec des personnes et où, paradoxalement, les gars qu'on a envoyés au CETIC étaient considérés comme des losers. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient raté une vocation, on va dire, étudiante ou scolaire et tout, et qu'on a envoyé au CETIC. Alors qu'en réalité, on a besoin de ça. Aujourd'hui, ce sont les secteurs d'activité sur lesquels le mouvement progressiste, je pense, mettra l'accent pour qu'on puisse avoir des gens qui soient formés et en adéquation avec les réalités des bassins d'emploi. Tout à fait, les réalités des bassins d'emploi. Aujourd'hui, il y a matière. On a quelqu'un qui nous a proposé, un Camerounais de la diaspora, il n'est pas rentré au Cameroun depuis... Enfin, il n'est jamais venu au Cameroun. Hein. Mère expat, père camerounais, toute une carrière à l'international. Aujourd'hui, l'idée que porte cette personne, c'est qu'on sorte du blabla. L'Afrique aujourd'hui a besoin de gens qui vont se mouiller. Je vous parlais de l'exemple d'Innocent Dimi, il aurait pu rester dans son confort ici, sa petite vie, sans prendre de risques, qui n'aurait pas été utile à l'Afrique, et que se contenter de critiquer, parce que c'est l'erreur que nous avons commise. Nous, aujourd'hui, la vision qui est la nôtre, c'est qu'on n'insulte personne, on n'invective personne. Nous sommes un État avec des Camerounais qui ont leurs forces, qui ont leurs faiblesses. Nous, ce qui nous intéresse chez les gens, c'est la part de lumière, parce qu'on considère que chaque être humain a une part d'ombre et de lumière. Donc il faut laisser l'ombre dans l'ombre et focaliser sur la lumière. Ceux qui sont là aujourd'hui ont fait de leur mieux. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens. C'est des gens d'une autre génération qui se sont retrouvés un peu court-circuités du jour au lendemain. La 3G arrive alors que eux, ils sont la génération qui allait à l'école en faisant 40 km à pied. Il faut qu'il y ait une adaptation, c'est pas toujours évident. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sortir de ce truc où on est dans la critique. Il faut se dire, bon, nous avons des gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, nous, on peut faire autre chose, essayons de faire autre chose, en étant positif, en étant constructif. Ça amène quoi? Ça appelle tout de suite au rassemblement. Il faut qu'on rassemble toutes les forces, et on ne peut pas parler de rassemblement en étant dans des démarches exclusives. Il faut qu'on soit inclusif dans la démarche. Il faut qu'on se dise, on aura besoin des Camerounais du RDPC, on aura besoin des Camerounais du MP3, on aura besoin des Camerounais du MRC, du SDF, du PCRNN, des Camerounais avec Serge Matomba. Bref, on aura besoin de tous les Camerounais, y compris les Camerounais qui ne sont pas du tout intéressés par la politique. Vous savez, nous à la base, on n'est pas des politiques. Hein. Nous à la base, on est juste des citoyens qui avons observé que bon, tout le monde a baissé les bras à un moment donné, chacun en attendant que ce soit l'autre qui agisse. Et on s'est inspiré de cette sagesse de l'abbé Pierre qui dit que c'est quand tout le monde attend que c'est l'autre qui commence que rien ne se passe. Donc il faut aller commencer. Nous, on a mouillé le maillot en premier. Ça ne fait pas de nous, ça fait pas un fait d'armes particulier, mais c'est dire que en réalité, le meilleur exemple qu'on puisse donner est celui-là, et de se dire, bon, il faut qu'on aille ensemble, mais nous, on commence à faire quelque chose. Donc, Alex, je crois qu'on va devoir prendre les... J'ai vu des réactions de gens pas mal, comme ça, pour qu'on soit dans l'interactivité totalement. Il y a quelques réactions. Bon, en fait, c'est plus des commentaires qui vont dans le sens de ce que tu dis, notamment Mandana Tobé qui dit qu'au Cameroun, les gens ont cette habitude de penser qu'à réussir, c'est être dans des bureaux assis et non pas, je veux dire, mettre le bout de chauffe pour aller travailler sur les chantiers et autres. Cette vision également, on doit totalement, je vais dire, la faire partir. Mais surtout, il faudrait peut-être que tu mettes l'accent sur le type de, comment je vais dire, le type d'établissement, le type de lieu de formation que le MP3 compte mettre en place. C'est-à-dire que ces lieux de formation qui qui seront en fait des villes nouvelles en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, l'accent devra être mis dessus. Et là, je rends un nouveau hommage au père fondateur, parce que je vous le dis, il faut faire la politique autrement. La politique, ce n'est pas une poire d'empoigne, une foire d'empoigne où on est systématiquement dans le dénigrement
du moment qu'une initiative ne vient pas de nous. Non, il y a des choses bien qui ont été faites, il y a des gens qui avaient de la vision. À l'époque, moi je me souviens que quand vous entendez SOA, on a connu SOA par rapport à quoi? Par rapport à l'université. Tout à fait. Ça veut dire que les gens qui ont pensé ce projet à l'époque étaient dans l'idée de faire une ville universitaire. Nous, on veut densifier ça. On veut densifier ça en faisant des campus complètement révolutionnaires. Il faut qu'on passe à la 5G directement. Vous savez, il y a un ministre des postes et télécommunications au Cameroun qui s'appelait Dakole Daïsala. Ce type est rentré dans l'histoire comme étant le ministre des télécoms qui a voulu démocratiser l'accès au téléphone filaire. C'était bien. On avait des cabines téléphoniques un peu partout, d'ici à Yaoundé. Voilà. Sauf que pendant qu'il était en train de faire ça, il y a eu la révolution du téléphone sans fil, du téléphone portable, mobile. Et donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de services qui ont été expérimentés en Afrique avant même de venir en Europe, avec succès. On n'en parle pas beaucoup parce que malheureusement, nos organes de communication ne font pas le travail qu'il faut, le travail de valorisation qu'il faut. On est plus sur la négativité, plus sur l'injure, la petite bête, chercher la petite bête. Mais il y a des choses aussi où l'Afrique a été précurseur. Mais le transfert d'argent, par exemple. Orange Money, en Europe, ça n'existe pas encore. Pas du tout. Ça n'existe pas encore. C'est-à-dire que c'est tout récemment, je pense qu'il y a une banque européenne ici qui a essayé de mettre en place que le virement instantané. C'est-à-dire qu'en moins de quelques heures, on te fait un virement, tu le reçois immédiatement. Mais en fait, c'est la technologie Orange Money, le paiement sécurisé par le téléphone qui existe chez nous depuis très longtemps. En Europe, c'est encore, je vais dire, assez balbutiement. Et ça, c'est un domaine sur lequel je pense qu'on devrait thésaurisé, on devrait mettre l'accent davantage sur ça. Alors, il y a un Kasbadi va qui dit laisse la. Écoutez, monsieur, je suis désolé, je vais certainement vous étonner. Il faut le bloquer parce que je vais vous dire quelle est notre politique. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il se passe quelque chose dans notre pays. Vous avez des gens qui sont payés, hein, ils sont instrumentalisés par les médiocres qui ont décidé que le Cameroun ne devait pas bouger. Leur travail, c'est de faire quoi? C'est de créer de la diversion. C'est-à-dire toutes les fois qu'on attaque des sujets qui peuvent être d'intérêt général, qui peuvent amener le progrès dans notre société, eh bien, ces gens viennent faire de la diversion en amenant les gens sur des attaques personnelles et puis on est distrait sur le sujet principal. On ne parle pas de l'essentiel, on est sur la distraction. Donc, je vous le dis déjà, on ne perd pas le temps avec ce genre de personnes. Moi, je les bloque systématiquement parce que ce que notre pays vit aujourd'hui ne nous donne pas, on n'a pas le temps, on ne peut pas se payer le luxe d'être distrait par des trucs inutiles. Donc, si vous pensez que la politique me va moins bien que le journalisme, c'est votre avis, vous n'êtes pas obligé d'être connecté avec nous et surtout de venir nous donner des avis désobligeants qui n'ont rien à voir avec la thématique que nous sommes en train de développer. Donc, je vous préviens, à la fin de ce direct, vous serez systématiquement bloqué. Vous ne viendrez plus nous perturber dans ce que nous avons d'important à dire. Et sachez qu'on a de la bouteille. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je suis un homme des idées. Donc, ça ne marche pas avec nous. La petite insulte, hein, ça glisse comme sur les plumes d'un canard, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et bah, tu vas pas t'arrêter sur l'individu. Non, c'est juste pour qu'ils comprennent qu'on n'a pas, moi je les bloque tout simplement et puis on passe à autre chose, d'accord? L'attaque personnelle n'a pas sa place ici. Très bien. Nous sommes sur le débat d'idées. Donc si vous n'avez pas d'intérêt pour ce que nous faisons, c'est pas la peine de venir là et déjà un faux profil et puis commencer à raconter, à ramener votre fraise. Voilà. Donc le modèle que nous voulons développer des universités, c'est que nous voulons faire des campus à l'américaine. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez en Chine, vous allez au siège de Huawei. Ils ont construit une ville. Je parlais tout à l'heure de l'hommage que je souhaitais rendre quand même à nos pères fondateurs, à nos devanciers, qui à l'époque avaient eu la vision qu'on pouvait créer des villes universitaires. Vous avez l'exemple de SOA, vous aviez dans le privé le collège Sacré-Cœur de Macaque, le collège évangélique de Libamba, le collège Mazeno à Ngaoundéré, Ndungé. Vous aviez quand même tout notre territoire était tapissé d'établissements de référence comme cela. Et même l'université de Ngaoundéré est dans une ville nouvelle, la ville de Dan, qui est située à 18 km de Ngaoundéré. En fait, c'est une ville qui a été spécialement créée pour être un centre universitaire. C'est-à-dire, et c'est pareil, quand on fait référence à l'université à Tchang, on pense université.
Tout à fait. On pense à l'université, son campus universitaire, c'est que ça a été un espace révolutionnaire également. Donc, il faut rentrer dans cette dynamique-là pour faire, on va dire, des villes, mais des villes universitaires, des nouvelles villes qui, en fait, seront totalement créées autour de ces grands campus, on va dire, dédiés au savoir et à la recherche. Tout à fait. Je crois qu'il faut le faire. Et parlant de Tchang, justement, à l'époque, quand on a mis en place ce centre universitaire, c'était dans les années 70, hein. Oui, C'est-à-dire qu'au lendemain des indépendances. Je connais très bien, puisque tout gamin, on a vécu au centre climatique de Tchang, donc on connaît très bien la région et très bien la zone. Donc effectivement, nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut avoir des cadres agréables où quand vous avez un étudiant qui est là, eh ben, il n'a pas de raison d'aller dehors, de sortir, d'aller ailleurs. Parce qu'il y a tout sur place. On a des villes complètement dédiées, construites vraiment dans un esprit ultra moderne, interconnecté, avec toutes les commodités qui font que un jeune qui est là-bas, eh ben, n'a qu'une seule préoccupation, c'est de se densifier en connaissance. Donc la démocratisation de l'accès au savoir, ça va être le challenge principal de l'Afrique demain. C'est-à-dire, moins on aura des gens ignorants, mieux cela vaudra pour l'Afrique. Et moi, je crois que aujourd'hui, le principal cancer de l'Afrique, c'est l'ignorance. Parce qu'il y a un phénomène que les gens voient aujourd'hui chez nous, au Cameroun notamment, c'est que plus grave que l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. C'est-à-dire que vous allez venir, comme dans un débat comme celui que nous avons, avec des gens qui viennent, qui avancent n'importe quoi, même sur des choses qu'ils ne comprennent pas, en étant convaincus qu'ils détiennent une part du savoir. C'est ça le plus dur, en fait. Ça, c'est plus grave encore que l'ignorance. Parce que le type qui est ignorant est dans un état d'esprit où il peut être prédisposé à apprendre, à accepter, mais le type qui est ignorant, qui ne le sait pas, qui est convaincu du contraire, c'est quelqu'un qui est perdu pour la société. Pourquoi? Parce que il est convaincu de détenir certains savoirs, ça le met dans une attitude pas condescendante, pas réceptive à l'enseignement, et donc c'est plutôt une perte pour notre continent. Donc voilà, sur les campus, ce que nous souhaitons faire, c'est ça, sur les villes universitaires. Notre projet, c'est ça, c'est de faire de vraies villes universitaires, grandiose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une ville comme Obala a vocation d'être, dans toute sa superficie, tout son périmètre, une ville universitaire qui englobe tout, avec des transports, des trams, des bus qui transportent d'un coin à l'autre, des cinémas, des centres commerciaux. Bref, créer tout un écosystème, l'écosystème qu'on retrouve dans une ville, dans ces villes universitaires, qui vont permettre quoi? Qui vont permettre l'excellence. Et quand on le dit, il ne faut pas penser qu'en termes de Cameroun. Moi, je pars toujours du fait que quand on dit Cameroun, on dit c'est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC, c'est 25 millions d'habitants. C'est le pays phare de cette sous-région. Et donc, quand je vois qu'il y a des étudiants congolais de Brazzaville dont l'État paye des bourses pour qu'ils aillent étudier à Cuba, qu'ils aillent étudier au Sénégal, je crois que si on avait un tissu universitaires de qualité au Cameroun, ils n'iraient pas aussi loin. Ils traverseraient la seule frontière qui nous sépare d'eux pour venir là. Donc, c'est un gisement aussi d'emploi, c'est un levier économique qui peut permettre de gagner de l'argent. Et par ailleurs, moi je crois qu'une fois qu'on a investi 320 milliards, par exemple pour créer ces lycées techniques professionnels, une fois qu'on a investi une part de l'argent pour créer ces plateformes universitaires révolutionnaires, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on le tour de table n'a pas vocation à rester public. Le tour de table peut maintenant intéresser aussi les investisseurs privés. Surtout. Ouais, surtout. Parce qu'avec les investisseurs privés, on reste dans l'idée qu'il faut une dynamique de développement, parce que plus nous développons, plus on est dans les rentabilités. On peut escompter une certaine rentabilité. Donc, on va le faire et intéresser des privés pour qu'ils rentrent dans le capital de ces universités-là, grandioses, ces grandes écoles, et tout, afin qu'elles soient densifiées et que le phénomène d'attraction, hein, qu'elles soient attractives au-delà du Cameroun. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 25 millions de gens qu'il faut former. Je trouve qu'on n'a pas assez, ou alors on n'a pas du tout pour l'instant, à part M. Amougou Belinga, qui, cette dernière année, est en train de prendre un peu la voie vers laquelle tout le monde doit aller.
Parce que en réalité. le campus qu'il a créé, le campus universitaire qu'il a créé, je veux dire, innovateur. Oui, Innovateur, oui, il fait bien sûr, venir beaucoup de bien gens. sûr, bien sûr. Il y a une recherche qualitative Mm. et, au niveau des infrastructures et aussi au niveau, c'est-à-dire que des enseignants qui sont. Et d'ailleurs, tu le faisais remarquer, ces campus sont en partenariat avec des grandes universités occidentales où les cours sont donnés en direct. C'est-à-dire qu'un Oui, professeur, c'est pas Harvard qui donne son cours, on le reçoit directement dans un campus au Cameroun. Et en fait, ce sont les mêmes cours, simplement que ça se passe dans des espaces géographiques différents. oui. C'est-à-dire, et ça se passe en direct, en Oui, fait. et nous, on va faire mieux. C'est-à-dire que tu fais bien de prendre l'exemple de Harvard ou de Berkeley. L'idée, effectivement, c'est qu'il y ait une vraie interactivité. C'est-à-dire que le prof qui est dans son amphi à Los Angeles ou à San Francisco, qui soit capable d'appeler nommément un étudiant qui le regarde, qui est dans une université au Cameroun. L'idée, c'est ça, c'est de créer des pôles d'excellence. Moi, je rêve de ces universités où les jeunes rentreront accueillis par un discours fondateur très fort. On leur dit, ici, nous formons les futurs leaders du Cameroun. Vous devrez être des gens porteurs d'une certaine éthique, porteurs d'une certaine grandeur d'esprit, parce que les gens qui vous ont dévancé, ou alors les gens que vous allez devancer, il faudra qu'ils vous regardent toujours comme étant des référents. Donc en fait, c'est ça qu'il faut. Si nous n'avons pas mis, euh, euh, si nous n'avons pas mis ces préalables, si nous n'avons pas mis ces préalables, ce sera très très difficile. Parce que, ok, nous parlons beaucoup d'industrialisation dans notre projet aujourd'hui, mais cette industrialisation n'a pas de raison d'être si on n'a pas réglé la question de la formation, à mon avis. Bien sûr. Donc il faut Bien qu'on sûr. règle la formation, l'éducation, et dire que l'acquisition de ces savoirs nouveaux passe aussi par la connaissance de l'autre. Il y a une chose qui nous tient beaucoup à cœur au niveau du mouvement progressiste 3, c'est l'idée que beaucoup de conflits que nous avons au Cameroun aujourd'hui sont liés au fait que les Camerounais ne voyagent pas assez. Vous avez des gens qui sont là, qui n'ont jamais vécu dans un environnement de guerre, mais qui vous disent, dès que les choses sont un peu difficiles pour eux, ils sont en but à des questions existentielles récurrentes, ils vous disent, non, vraiment, il vaut mieux la guerre. Je suis sûr que si ces Camerounais avaient été en Côte d'Ivoire, avaient vu ce que c'est que d'être couché sous un lit, quand on entend crépiter une Kalachnikov, d'avoir des enfants à la maison qu'on ne peut pas nourrir parce qu'il y a la guerre, et d'être à la merci du premier règlement de compte parce qu'il y a de l'insécurité. Je suis sûr que si beaucoup de nos concitoyens avaient une expérience comme celle-là, ils seraient moins enclins à revendiquer des schémas guerriers dans notre pays. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est justement de faire en sorte que chaque étudiant camerounais, chaque élève camerounais, avant la fin de son cursus, fasse un voyage au moins une fois à l'étranger. Ça sera financé sous fonds publics avec une participation une participation des familles. Donc l'idée, c'est quoi? Nous voulons mettre aussi en place un Erasmus, mais version africaine. C'est-à-dire que des voyages d'études et d'échanges qui vont faire quoi? Qui vont faire que le gars qui est à Douala, il sait à peine ce qui se passe à Brazzaville. Et Et même avant d'aller, je vais dire qu'au niveau de la sous-région, tu sais qu'au Cameroun déjà, à une époque pas très lointaine que ça, il y avait ce qu'on appelle les colonies de vacances. C'est-à-dire que l'État prenait sur lui, c'est-à-dire de faire voyager des étudiants qui étaient en Gaoundéré, ils allaient passer des vacances, je vais dire, à Yaoundé et vice-versa. Ça, c'est une réalité. Je ne sais pas si elle existe encore, mais ça a existé. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants des villes quittaient, allaient passer 2 mois de vacances dans une autre région que la leur, et ça permettait à des personnes de découvrir le Cameroun. Parce que au-delà des voyages, on va dire, sous-régionaux, ou voire intercontinentaux, il y a une réalité, c'est que le Camerounais ne voyage pas. Demande à un Camerounais un tout petit peu si connaît se trouve Pépéyo, il va te dire que c'est où. C'est vrai. Il va te dire que c'est où. Demande à un Camerounais, okay, il pourra te dire, écoutez, tiens, est-ce que Camerounais qu'on se trouve le ranch de Gaoudaba? Il sait ce que c'est, mais rien du tout. Donc déjà, il faut commencer à intéresser le Camerounais aux réalités inhérentes à son pays. Déjà là, s'il commençait à voyager, on n'aurait pas cette tension qu'on est en train de découvrir aujourd'hui de plus en plus. Il comprendra que non, le mec qui est à Ouaza, c'est mon frère qui est à Ouaza, c'est mon frère qui est en Gardaba, c'est mon frère qui est à Pépéou. Et ça, ce sont des réalités. Et on peut les inscrire dans des programmes, c'est-à-dire que universitaires, programmes scolaires. Les colonies de vacances ont existé. Des gens partent d'un coin pour un autre. Moi, étudiant, je me suis retrouvé à aller au lycée, je me suis retrouvé à aller à la Macaque.
passer 1 mois, 2 mois. Ça, c'est une réalité qui n'existe plus aujourd'hui. Tout à fait. Donc, justement, on va travailler le vivre ensemble en mettant en place ces dispositifs. Et nous pensons que la question écologique, nous ne l'évoquons pas beaucoup. Mais il faut lier l'écologie à l'éducation, à la culture. Aujourd'hui, nous avons un vaste phénomène de déforestation sauvage chez nous. Depuis qu'on est petit, nous voyons passer des grumiers avec des cadavres de billes de bois. Et puis, tout ça est fait sans qu'il y ait une législation autour. Nous, on veut justement faire quelque chose de très simple. C'est de dire, en prenant l'exemple de la Finlande, que pour... Là, on est toujours dans la formation. Oui. La filière et une chaîne de valeur locale. L'idée, c'est quoi? Arrêtons de sortir des billes de bois pour qu'elles soient transformées ailleurs, qu'on nous revende du meuble. Ensuite, cet ouvrier étranger fabrique des matériaux qui vont nous être vendus localement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que avec cette filière bois, donc qui va faire émerger des métiers nouveaux auxquels notre jeunesse doit être formée, on va aussi mettre en place une charte de bonne pratique. Un arbre coupé, c'est 3 arbres replantés. Et on l'applique comment avec l'éducation? On l'applique de manière simple. Un enfant qui rentre à la maternelle, jusqu'à ce qu'il aille à l'université, il aura l'obligation de planter un arbre dans un cadre organisé, au niveau de la structure scolaire. Il va planter un arbre chaque année. Ça veut dire qu'il rentre au CP, il a planté un arbre. Il va au CE1, il va planter un arbre jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'il passe à l'université. Et ces arbres seront répertoriés par un système informatique qui va faire qu'on puisse mettre un dispositif comme ça en place. Quelqu'un me disait, je crois que c'est le président Idio à l'époque, qui parlait de la révolution verte, je crois plus de Sahel vert, quelque chose dans le genre. Mais nous avons réglé beaucoup de problèmes de cette manière. Et nous avons réglé beaucoup de problèmes en inculquant la culture. Vous avez des rivières qui ont complètement disparu sous nos latitudes. Quand on était petit, c'était nos salles de jeu. C'est là-bas qu'on allait piquer une tête parce qu'on s'ennuyait à la maison. Aujourd'hui, ces cours d'eau ont disparu. Ils ont disparu pourquoi? Le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a passé le temps à couper de l'arbre, à avoir des mauvais comportements, à jeter des ordures dans des cours d'eau. Aujourd'hui, ces cours d'eau ont disparu. Vous vous rendez compte, une ville comme Yaoundé était entourée d'une ceinture d'arbres. Toute la région de Bankolo. On avait quasiment des climats hivernaux dans une ville comme celle-là. Aujourd'hui, il fait plus chaud certaines fois qu'à Douala. C'est dû à quoi? C'est dû à nos négligences. Et je crois que on ne peut aller que vers l'exact opposé en créant un électrochoc dans la société. Si vous dites aujourd'hui, bon, inscrit dans le programme scolaire, quand vous avez payé l'APE, vous avez payé les fournitures scolaires, bon, quoique, nous on pense qu'à notre temps, on sera plus sur le livre physique. Ça dématérialisé. Ouais, on est nous sur la dématérialisation, on est en train d'aller vers autre chose. On est en train d'aller vers des petites tablettes dans lesquelles on aura tout le programme scolaire. Donc c'est chaque jeune qui a ça n'a pas besoin de faire payer à son parent le livre de mathématiques, le livre de français, le livre d'histoire, le livre de géographie. Non, il faut qu'on aille vers, qu'on soit sur les solutions de notre temps. C'est des choses qui vont plus exister bientôt. Et l'Afrique, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a rien de tout ça, donc elle peut anticiper que de passer à une étape intermédiaire, sachant très bien que cette étape sera frappée d'obsolescence très rapidement. Donc voilà, l'idée c'est ça pour nous. Donc si on réussit à faire ça, nous construisons des citoyens qui sont utiles pour le pays. Forcément. Et cette utilité... De toute façon, cette utilité, c'est-à-dire que se manifeste à travers quoi? À travers leur insertion rapide dans le milieu professionnel. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'ils sont formés, ils ont la capacité à implémenter ce qu'ils ont reçu directement, c'est-à-dire que dans le marché de l'emploi. Et ça, c'est une réalité qu'on trouve davantage aussi dans
en Europe, en Amérique. Et puis cette réalité d'arriver à la formation, c'est-à-dire à l'emploi. C'est-à-dire que des gens étudiants commencent déjà à avoir un pied, c'est-à-dire dans le milieu de l'emploi, avec un formé, mais formé pour utiliser, je pense. Tout à fait, tout à fait. Il y a Moyo Wavu qui dit que c'est la vision du mouvement panafricain pour l'université. Ça tombe bien, parce que l'idée c'est quoi? C'est de généraliser cette façon de voir les choses. Pourquoi généraliser? Parce que moi qui ai voyagé dans quasiment tous les pays d'Afrique, en tout cas Afrique francophone, qui les connaît tous, ce que j'ai observé, c'est que c'est le même problème partout. À quelques exceptions près, vous retrouvez les mêmes problèmes partout. Parce que nous avons eu nous avons eu des mauvaises habitudes. Donc, moi je crois que c'est de faire de notre plateforme une plateforme qui va agréger tous les talents avec toutes les idées nouvelles. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la science infuse. Hein. On a des idées qui nous viennent par la tête, que nous réfléchissons, que nous discutons. Parce qu'on a la chance d'être quand même, d'avoir un large panel d'experts de très haut niveau, que nous discutons et auxquels nous réfléchissons en termes de capacité d'implémentation. Mais ces idées peuvent être nourries par des inputs. Parce que, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la veille prospective que nous autres nous on vous a remarqué depuis un certain nombre de temps, vous faites des choses bien et tout sur Internet. Est-ce que vous ne voulez pas nous rejoindre ou ne voulez pas vous nourrir sous forme de viatique la plateforme de contribution que nous avons mis en place, hein? Ça déjà aussi, c'est une autre façon de faire de la politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là considérant que nous savons tout et que c'est aux autres de venir vers nous. On a des talents, plein de talents que nous avons agrégés comme ça. Martial Bissoc, bien sûr, et tout. Il a bien fallu que je prenne un billet d'avion, que j'aille le rencontrer pour lui dire, bon voilà, ce que nous sommes en train de mettre en place, nous pensons que tu es à ta place parce que tu es un talent. C'est une expertise avérée. Tu as une expertise avérée qui peut être utile au Cameroun. Et encore une fois, il faut qu'on nous sorte de ces choses, ces trucs de quartier, d'attaque personnelle. Nous, on considère qu'il n'y a pas d'être parfait. Nous, c'est pas on ne cherche pas, les profils qu'on recherche, c'est pas le profil d'Alaï Lama ou le pape Benoît XVI. Nous, on recherche des êtres humains. Les êtres humains avec leurs plus et leurs moins. Donc, mais ce qui nous intéresse dans le cadre de la plateforme que nous avons mis en place, c'est pas les moins, c'est les plus. Donc, vous ne trouverez pas un être humain chez qui tout va bien. Hein? Aucun être humain n'a une vie d'une seule pièce. Il y a toujours, quand on veut fouiller, on trouvera toujours des choses qui ne sont pas enviables. Mais le problème de notre société, c'est que nous avons passé le temps à interroger, à focaliser sur la part négative des gens, qu'on est passé à côté du meilleur qu'ils pouvaient apporter à la société. Tout à fait. Et donc, nous, on veut corriger ça. Et il faut un autre état d'esprit aujourd'hui, parce que on ne se rend pas compte dans notre pays. En réalité, ce dont nous souffrons, c'est de l'extrême négativité qui habite les Camerounais aujourd'hui. Vous verrez pas, il vous arrive de rencontrer des gens dans la rue qui vous connaissent bien et qui font semblant de ne pas vous connaître. Ils vous disent non, vraiment, vous connaissez Morgane? Non, 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 je vois vraiment pas. Et puis vous vous retrouvez à bavarder. Au bout de la 45e minute de la conversation, la personne vous sort, ah j'ai aimé vraiment ce que vous avez fait. Allez, ah ouais? Vous avez aimé? Ah d'accord, c'était quand? Je croyais que vous ne me connaissiez pas. Donc il faut qu'on sorte de ça. Nous avons besoin d'être des gens positifs parce que notre pays, aujourd'hui, souffre de la négativité. C'est parce que nous avons construit un système où on a tué le mérite, hein, qu'il y a une chaîne de médiocres qui s'est installée aux affaires et qui font quoi? Qui font la reproduction de la médiocrité. Le ministre sera médiocre, il va nommer un chef de cabinet médiocre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous, dès que vous venez et que vous n'êtes pas sur ces valeurs, vous êtes identifié à des milliers de kilomètres, et puis vous rentrez dans un tourbillon, on vous tourne, et ce n'est pas productif pour personne. Parce qu'aujourd'hui, ce que c'est en train de donner, c'est le pays que nous avons. Un pays qui est au bord de la dislocation, eh bien parce que on a laissé beaucoup d'aigreurs s'accumuler, s'installer dans notre société. Donc il faut qu'on aille vers un nouveau modèle, et le nouveau modèle qui nous interpelle,
Aujourd'hui, c'est celui-là. C'est un modèle où nous avons un nouveau Camerounais. Il faut faire émerger le nouveau Camerounais, comme les Français ont le Beaujolais nouveau. Nous, il nous faut un nouveau Camerounais qui soit porteur d'autres valeurs. Et c'est avec ce nouveau Camerounais qu'on va construire le Cameroun. Parce que de toutes les façons, on n'a pas le choix. On a tellement touché le fond qu'on est obligé de rebondir. Mais il faut savoir comment on va rebondir. C'est sur ça qu'on doit travailler aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, les questions politiques telles qu'elles se discutent aujourd'hui, à mon sens, c'est des questions qui sont subsidiaires. C'est pas des questions dont l'utilité et l'urgence est signalée. L'urgence aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Imaginez qu'on nous appelle demain et qu'on nous dise que le président Biya ne peut plus. Avec qui on va le faire? Non, il faut qu'on soit dans l'anticipation. Et cette anticipation ne prenne pas ombrage. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui me gêne à être avec quelqu'un de brillant. La chose la pire des choses qui puisse m'arriver à être au contact de quelqu'un de brillant, c'est que je veux apprendre. Exactement. Alors pourquoi je réussirais à apprendre? Donc c'est toute cette mentalité qu'il faut changer pour que nous puissions aller de l'avant. Alex, on avait des réactions? Mais il y a quelques réactions toujours sur notamment la possibilité où est-ce que le MP3 trouvera le budget nécessaire pour pouvoir mettre en place ces projets qui semblent pour certains excessivement grandiloquents. Parce que la question du financement, comment financer ces buts, comment financer, je vais dire, cette volonté de mettre à disposition... Vous savez ce que nous coûte l'ignorance dans une société comme le Cameroun? Ça coûte beaucoup d'argent. On dépense énormément d'argent d'avoir un peuple qui soit dans une large proportion, qui n'ait pas un accès à la connaissance utile dans une large proportion. Je vais vous expliquer un truc très simple. Vous voyez, chaque élection, chez nous, présidentielle ou élection locale et tout, tourne toujours au pugilat à la fin. Dès qu'il y a la moindre contestation, qu'est-ce que font les gens? Ils vont brûler les édifices, ils vont casser les routes. Et au moment où ils font ça, ils ne se posent pas la question de savoir, mais au fait, qui paye pour faire ça? Mais ceux qui payent pour faire ça, c'est nous tous. Parce qu'on va prendre un crédit pour financer une route. Ce crédit, c'est cette route qui doit rembourser le crédit. Mais à partir du moment où on a détruit la route qui rembourse le crédit, eh ben on se retrouve avec une dette qu'il faudra quand même payer. Mais sans l'infrastructure qui va avec. Tout ça est dû à quoi? Tout ça est dû à l'ignorance. C'est que les gens ne comprennent pas. Vous allez casser un bâtiment public, mais le bâtiment public est la propriété de tout le monde. Vous allez insulter le Cameroun sur les plateformes internationales parce que vous n'êtes pas d'accord avec Biya. C'est une preuve d'ignorance. Biya n'est pas le Cameroun. Tout à fait. Paul Biya est le président du Cameroun, mais ce n'est pas le Cameroun. La vie des nations est plus longue que la vie des hommes. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui portent le leadership à un moment donné que vous allez vous retourner contre votre pays. Ça me rappelle l'histoire de ce village où il y avait un incendie. Et pour essayer d'éteindre l'incendie, toutes les forces vives du village se sont mobilisées. Donc il y avait un petit oiseau, le colibri, avec son petit bec, qui allait aussi puiser de l'eau avec le petit bec pour venir verser sur l'incendie. Donc il est rencontré dans son élan par le toucan, oiseau majestueux avec un grand bec qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que c'est avec ton petit bec là que tu vas éteindre cet incendie ?» Et le colibri lui a répondu quelque chose de très simple. « Je fais ma part. Je fais ma part. » Donc chaque Camerounais doit être habité par l'idée de faire sa part. Et si nous sommes nombreux à nous dire « Bon, je fais ma part », vous vous rendrez compte qu'on arrivera collectivement à construire quelque chose de formidable qui va révolutionner les choses. Regardez le Rwanda. Je vous ai dit, en 1994, il y a un génocide, l'opération turquoise. Ça accouche de quoi? 1 million de personnes sont décimées. De 1994 à 2019, ce pays a changé 2 fois de langue officielle. Ils sont passés du français à l'anglais, aujourd'hui de l'anglais au Kinyarwanda. En 25 ans. En 25 ans. C'est l'une des économies les plus stables d'Afrique. C'est les gens qui ont travaillé le plus sur la parité homme-femme. Tout à fait. D'ailleurs, parlons-en de cette parité homme-femme. Cette année, notre système éducatif nous a produit 253 000 bacheliers. Sur ces 253 000 bacheliers, 60% de femmes.
Est-ce que 60% de femmes, ça reflète le ratio de notre leadership actuel? Non. Nous avons un gouvernement où il y a près de 66 membres. Et sur les 66 membres, à peine une dizaine de femmes. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il nous faut changer en priorité. Très important. C'est des choses qu'il nous faut changer en priorité. Donc, pour revenir sur le coût de ces investissements, nous, on a une approche. Notre approche, c'est de se dire, il y a la part que nous pourrons financer en requérant la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va construire le développement chez nous en allant taper des aides dans les pays qui eux-mêmes ont travaillé tout seuls pour arriver là où ils sont. Donc il y a une part qu'il va falloir financer. Ça veut dire si on veut, par exemple, avoir de l'éclairage public dans toutes nos villes, dans un souci d'urbanisation, mais il va falloir que chacun puisse payer cet éclairage public. Donc fini les tricheries avec les impôts, que certains payent et pas d'autres. Maintenant, on va trouver des formes de taxation qui correspondent à l'état d'esprit des nôtres. Je prends un exemple simple. Nous, on voulait faire financer l'assurance maladie avec un mécanisme assez révolutionnaire, qui est de dire quoi? Eh bien, on va la faire financer par un impôt indirect. On va mettre une TVA dont la vocation sera de faire quoi? D'équilibrer la caisse d'assurance maladie. Si on dit que le paquet de sucre coûte 300 francs CFA, tous les Camerounais consomment du sucre, se retrouvent avec le sucre dans leur assiette sous une forme ou sous une autre. Et donc, sur les 300 francs que coûte le paquet de sucre, on va rajouter 20 francs. Et ces 20 francs, ce sera pour financer la caisse d'assurance maladie. Nous avons une caisse d'assurance maladie en faisant ça. Il ne faut pas toujours attendre que les gens vont venir nous aider. Les autres, ils n'ont pas eu besoin que nous, on les aide. Ils ont travaillé pour y arriver. La France n'est pas elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était il y a 200 ans. Mais leurs ancêtres ont tracé un cap. Les générations d'après sont venues, reconnaissant du travail de leurs ancêtres, ils ont perpétué ce travail. Ça nous donne aujourd'hui des grandes puissances. Nous aussi, on peut y arriver. Donc, on a deux possibilités. Il y a la possibilité de se dire que, bon, si nous voulons avoir un pays qui soit agréable à vivre pour tous, il va falloir que chaque Camerounais retrousse les manches pour qu'on ait ce pays. Et la deuxième possibilité, puisque nos capitaux locaux ne peuvent pas toujours nous permettre de pouvoir supporter toutes ces charges. L'idée, c'est de se dire, bon, on va faire quelque chose de très simple. La chose de très simple que nous allons faire, c'est quoi? Nous venons sur les marchés financiers internationaux, leur dire, bon, nous avons besoin de mettre en place une espèce de plan Marshall pour la relance du Cameroun. Ce plan Marshall, nous avons un chiffre, nous on veut emprunter 20 000 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux. Ces 20 000 milliards auront vocation à faire quoi? Ils auront vocation à nous aider à construire les infrastructures prioritaires. Aujourd'hui, il est prouvé que le Cameroun produit énormément. On a un bassin de production énorme. Tous les autres pays qui sont dans le pourtour du Cameroun en Afrique centrale sont quasiment nourris par le Cameroun. Quel est le problème que nous avons face à cette production? Le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas les voies d'écoulement. On n'a pas les autoroutes qui permettent aux gars qui produisent à Fumbot de la bonne tomate de pouvoir acheminer cette bonne tomate à Lagos. Donc nous, ce qu'on veut faire avec ces 20 000 milliards, c'est de financer la construction de le service prioritaire. On trouvera les formules en BOT, de telle sorte que les gens puissent se rembourser directement sur l'exploitation de ces routes. On trouvera les formules. Quand on a construit ça, de se dire qu'on va faire en sorte que plus jamais au Cameroun, que vous soyez assis en train de regarder un match de football, le courant s'arrête. Mais est-ce que nos États ne sont pas déjà suffisamment, endettés comme ça? Oui, mais c'est quelle dette? Excusez-moi, j'ai... Est-ce qu'on n'est pas déjà suffisamment surendettés comme ça pour en rajouter? Mais quelle dette? C'est ça le problème. Excusez-moi, Alex. Alors, j'ai eu une panne de direct. Quelle dette? La dette que nous avons, c'est de la dette toxique. C'est-à-dire quoi? Vous avez des gens responsables, politiques chez nous, qui ont pris
sont allés sur les marchés financiers dire, bon voilà, on a besoin d'argent parce qu'on doit construire l'autoroute jusqu'à Berthois. Sauf qu'il n'y a jamais eu cette autoroute. Mais cet argent a bien été décaissé. Mais il a servi à quoi? Il a servi à enrichir quelques-uns. Privatisation de la fortune collective. Et puis, le remboursement va se faire par tous. Donc, on privatise les profits, on mutualise les pertes. Vous voyez? Donc, cette dette que nous avons aujourd'hui, c'est une dette que je considère moins toxique. C'est une dette qui ne nous sert à rien. Donc, il faut qu'on ait la capacité aujourd'hui d'aller à notre résilience et de se dire, bon, on n'a pas fait de la bonne dette jusque-là, maintenant on va faire de la bonne dette. Et je crois que si nous avons des partenaires internationaux qui sont des gens pragmatiques, qui sont des gens habités par l'idée qu'il n'y a pas de petit bonheur à être heureux tout seul. Il n'y a pas de grand bonheur, à être heureux tout seul. C'est-à-dire que l'Europe ne va pas continuer à rester, à vouloir s'enfermer dans son enclos, pendant qu'à ses portes, il y a une misère frappante, qu'on a des milliards de jeunes Africains qui sont tous frappés par la paupérisation, qui sont au chômage. Ces gens-là, même ceux qui ne savent pas nager, ils affronteront la Méditerranée. Donc il y va de notre intérêt à tous de se dire, il faut trouver des solutions, il faut co-construire le développement. Parce que ce développement, ça va être utile pour l'Afrique, mais ça va être utile pour le reste du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'idée qui m'habite, moi, c'est de dire, ce plan Marshall, il est réalisable. Vous savez, on ne parle pas des choses comme ça. Nous parlons des choses qui sont éprouvées, des choses que nous vérifions parce que nous avons des contacts, nous avons des relations. Et ces relations sont là, disponibles pour aider l'Afrique. Elles n'attendent pas que nous. Le problème, c'est que aujourd'hui, la vision de ceux qui sont aux affaires n'est pas une vision dans le sens de la construction. Vous allez ramener ces gens, ils vont être déçus et puis ils vont être dégoûtés de l'Afrique pour toujours. Donc, ils sont disponibles à venir accompagner ces schémas. Pas plus tard que hier, j'étais en conversation avec quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Ah, nous avons vu votre projet, ça nous intéresse. Et normalement, nous, on a un grand groupe immobilier et donc on veut venir construire des logements au Cameroun. » Je lui ai dit « Bon, nous, on a une plateforme, nous avons besoin de 10 000 logements, soit 1000 par région. » Il m'a dit « Non, ne prenez pas comme ça. » Il a commencé à me parler technique et je lui ai dit « Je vous mettrai en relation avec notre responsable des questions immobilières, des questions d'urbanisation. » Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les partenaires, vous les aurez toujours quand ils ont face à eux des gens crédibles. C'est ça que vous devez comprendre. Regardez la Côte d'Ivoire. En 5 ans, vous avez vu les transformations de ce pays? Moi, j'y suis allé. Je la connaissais bien avant. Et ce n'est pas pour faire insulte à ceux qui étaient là avant, puisque de toutes les façons, c'est des amis à moi. Mais force est de reconnaître que la Côte d'Ivoire a été complètement transformée. Sous Ouattara, en quelque temps. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Eh bien, ce qu'il a fait de spécial, c'est qu'il est un homme crédible pour les bailleurs de fonds internationaux, les partenaires financiers internationaux, et ces gens se sont sentis rassurés par sa prise de pouvoir. Ils sont venus investir. Mais c'est la même chose qu'on peut faire chez nous. Et j'entends quelqu'un dire, oui, vous allez vendre l'Afrique aux Africains. Alors, aux Européens. Alors, on est dans une situation aujourd'hui qui est que nous avons toutes ces richesses, mais on a des gens qui meurent pour une aspirine. À quoi ça nous sert? Qu'on dise que, oui, on a un sous-sol qui a de l'or, qui a du diamant, qui a du machin, et il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable. Mais bon, regarde, l'exemple ivoirien n'est pas un seul exemple. Je veux dire, l'or, on va dire, d'un des multiples travaux que tu as eu à faire, tu as eu à passer 3 mois au Sénégal. Oui. Tu as vu ce qui s'est passé au Sénégal? Oui, mais tu as été en Guinée équatoriale. Tu as vu ce que la Guinée équatoriale qui était unérisée pour nous au Cameroun. C'est-à-dire qu'on pensait pouvoir annexer la Guinée équatoriale à un moment donné. Et tu as vu ce que Guéba en a fait en 20 ans. Tu as vu également tout ce qui a été mis en place par Kifal au Sénégal. Donc c'est faisable en fait. Non, c'est faisable. C'est même à notre portée. Parce qu'en plus, nous avons des gens crédibles. C'est ce que je continue à vous dire. Si vous prenez un ministre lambda de la gouvernance actuelle, qui est déjà blacklisté dans les listes de ces gens-là à l'international, parce qu'il allait pleurnicher une fois, on a donné des budgets, et puis on n'a vu aucun projet émerger, si vous utilisez ces gens pour qu'ils aillent leur parler, évidemment que rien ne se fera. Mais si vous dites à Séverin Quezeux, qui travaille avec eux au quotidien, sur qui ces gens ont misé des milliards de dollars. Si vous lui dites, ramène-nous tes partenaires, tous ces gens, Dubaï aujourd'hui est entre ses mains.
on croit en lui, mais il ne fera pas de magie. Je me rappelle, le président Wade m'a dit justement un jour, il m'a dit, mais si vous demandez à quelqu'un qui ne sait pas pêcher d'aller en mer vous ramener du poisson, mais ce sera un casse-tête chinois pour lui. Donc le problème qui se pose, c'est ça. C'est que ce n'est pas parce que nos frères qui sont aux affaires aujourd'hui n'ont pas la capacité de faire certaines choses que ces choses sont irréalisables. Non. Attendez de voir ce qui va se passer. Et il y a aujourd'hui, je vous le dis, je vous donne cette information en exclusivité, il y a aujourd'hui des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent juste qu'il y ait un signal, qu'ils soient sûrs qu'ils vont mettre leur argent au Cameroun et que cet argent ne va pas finir dans les jonglages comme nous en avons la spécialité, que leur argent ne va pas finir dans les jonglages. Non, s'ils savent qu'ils ont face à eux des gens sérieux, avec qui ils peuvent travailler, vous allez voir l'avalanche de milliards sur le Cameroun. Les gens viendront investir et nous, on est pour ça. On est pour sortir de ces querelles d'ego souverainistes inutiles, parce que de dire oui, Berthois nous a... Ok, Berthois vous appartient, vous pouvez régler le problème de qui à Berthois? Personne. Les gens qui tombent malades là-bas, il n'y a même pas d'ambulance pour les déplacer. Alors, vous allez faire ça ou partager une copropriété de Berthois avec des gens qui peuvent venir régler les problèmes. La richesse, ce n'est pas l'or qui est dans le sous-sol, ce n'est pas le pétrole qui est dans le sous-sol. C'est là dont on transforme. Voilà, c'est les processus de transformation qui créent la valeur ajoutée. C'est ça la richesse. Donc on est riche de rien du tout. Parce que avoir de l'or, la preuve, nous avons ce bois qui part depuis des années et nous avons un chômage endémique chez nous. Donc, nous, notre vision, c'est ça. La vision, c'est que les moyens, on va les avoir parce que nous avons déjà des garanties, des personnes prêtes à venir avec nous. Et il faut arrêter de penser que le monde entier habité de gens super mesquins qui veulent juste venir grappiller. Non, c'est pas ça. Vous avez des humanistes partout, hein. Vous avez des gens bien, vous en avez des gens moins bien, vous avez des capitalistes qui ont une approche humaine des choses. L'Afrique n'a pas que des ennemis partout. Il y a des gens qui souffrent de voir la situation dans laquelle on est. Mais il faut dire que si on est dans cette situation, la responsabilité nous incombe d'abord en premier. Parce que si on a la capacité de prendre l'argent qui doit servir à construire une route pour s'acheter des voitures, ça veut dire que si on voulait travailler pour son pays, on pourrait travailler. Donc on ne va pas dire tout le temps que ce sont les autres, c'est l'effet des autres. Pour parler du cas du Sénégal, moi j'ai vu le Sénégal transformé. En 2008, quand j'arrive la première fois au Sénégal, j'étais dans un hôtel, dans le cœur de ville, le Sofitel Teranga, d'où je ne sortais quasiment jamais. Il fallait voir les embouteillages. Pour partir d'un point à l'autre de la ville, un bonhomme partait du Sénégal pour Paris, il arrivait, vous appelait, vous n'étiez pas encore arrivé. Repartez au Sénégal aujourd'hui, vous allez voir. Les autoroutes ont germé de partout, c'est super fluide, les échangeurs, aéroports internationaux, le tram et tout. Vous voyez, c'est la volonté de travailler. Et vous pensez qu'ils ont fait ça seuls? Non, ils n'ont pas fait ça seuls. Ils ont fait appel à des gens, parce qu'il faut de l'humilité dans la vie. Si on va aller de l'avant, ce qu'on sait faire, on le fera. Ce qu'on ne sait pas faire, il faut qu'on fasse appel à ceux qui peuvent nous aider, pourvu qu'on puisse avancer et que ça soit utile pour nos peuples. Donc l'argent, on va le trouver. Et on l'a même déjà trouvé. Il attend juste aujourd'hui qu'il y ait les coups des franches, hein, qu'il y ait des gens auxquels on croit. Nous-mêmes, au niveau du mouvement progressiste 3, nous sommes toujours à la quête de ces gens. La preuve, je le disais la dernière fois, nous n'avons pas de président. Moi, je suis que fondateur du parti. Mais nous, on est dans l'idée que c'est le meilleur d'entre nous tous qui va porter nos couleurs. C'est lui qui va être mis en avant. Donc, on est dans cette démarche d'humilité. Parce que c'est de ça que le Cameroun a besoin aujourd'hui. Alex. Oui. De toute façon, je pense que tu as fait le tour de la question de manière globale. Ça aurait été intéressant si on pouvait avoir les réactions. Vous avez quelques réactions. Oui. Il y en a plus. Il y en a plus, ce sont même qui reviennent. Il y a Nathalie Ayop qui a essayé de savoir est-ce qu'il n'était pas possible de pouvoir un tout petit peu condenser tout ce que tu dis là comme idée, c'est que sur un support qui permettrait aux autres de le consulter. Donc, oui, mais c'est consultable. Nathalie, vous allez sur notre site. Nous avons un programme. Pas trop détaillé, mais nous avons les grandes lignes de notre programme. On sait exactement ce qu'on va faire pour la diaspora. Ce que nous voulons faire pour la diaspora, c'est de mettre en place un ministère chargé de leur intégration. Ce ministère sera en quelque sorte une plateforme d'incubation
de tous leurs projets. C'est-à-dire quoi aujourd'hui? Quelqu'un qui part de Paris pour aller investir au Cameroun, quand il arrive, il a affaire à 10 000 administrations, le millefeuille institutionnel. Nous, ce qu'on veut faire pour ces gens-là, c'est qu'on veut mettre face à eux une seule administration qui est chargée maintenant de développer les relations transversales avec toutes les autres administrations. Ça nous épargne quoi? Les cas d'arnaque, les détournements, ces pauvres gens qui participent parfois avec le fruit de leurs économies de nombreuses années pour aller faire des choses au Cameroun et qui se retrouvent dépollués. Donc il y aura une responsabilité, un seul responsable, ce ministère, c'est lui qui va se mettre en relation avec tous les autres ministères pour tout le côté paperasse. Il faut mettre en place la médaille de haut mérite que nous voulons pour ces diasporas, les gens qui se distinguent, les Camerounais qui se distinguent le plus à l'étranger. Aujourd'hui, ces gens ne sont pas récompensés chez nous. C'est pas normal, alors que c'est eux qui portent une part de notre sécurité sociale. S'ils arrêtent d'envoyer l'argent, demain, au Cameroun, je peux vous dire, on n'est pas loin des schémas guerriers. Alors des gens qui font ça, qui prélèvent une part de ce qu'ils gagnent tous les mois, difficilement, pour l'envoyer, soutenir la stabilité de notre pays, on ne peut pas les traiter comme des moins que rien. Nous voulons pour la diaspora la plurinationalité, hein, qu'on n'ait pas des gens qui soient coincés parce que bon voilà, ils ont la nationalité camerounaise, ils peuvent rien faire. Vous savez ce que ça nous fait perdre comme argent? Nous avons aujourd'hui un pôle de chercheurs, des gens excellents au Cameroun qui ont des opportunités de travailler à l'étranger, mais la plupart sont parfois squeezés des opérations qui pouvaient leur être rentables. Pourquoi? Parce que ils arrivent avec leur passeport camerounais pour qu'ils aient un visa dans une ambassade. C'est super compliqué et tout. Et donc, ils passent à côté des opportunités. Ça nous fait un manque à gagner au niveau des devises. Il faut mettre en place une banque de la diaspora. Vous voyez? Donc, cette banque de la diaspora va permettre de fluidifier les transactions financières. Et ça va permettre même aussi de créer de l'activité dans cette diaspora. Vous voyez le nombre de gens qui vont s'aligner sur les autres institutions, dans les autres institutions, pour faire des transactions d'argent. Nous pouvons créer, nous aussi, toute une chaîne de valeur d'acteurs qui dans le bureau, vous avez des bureaux en fonction du nombre de Camerounais qu'on trouve dans ces endroits. Vous avez des bureaux qui travaillent dans ces bureaux, c'est de notre jeunesse, c'est des jeunes de cette diaspora qui sont éparpillés dans le monde entier. Donc on a un projet qui est très clair, Nathalie. En dehors de ça, qu'est-ce que vous voulez sur les femmes? On a travaillé sur la parité. Nous, quand on sera aux affaires, il y aura 50% de femmes pour 50% d'hommes. Sauf quand il n'y a pas de profil de femmes disponible à tous les postes gouvernementaux. Ça, c'est ce que nous voulons faire. Et on va l'appliquer, nous, déjà dans notre parti, dans la politique d'investiture qui est la nôtre. Nous allons investir autant de femmes que d'hommes. Voilà. Et au-delà de ça, on a la TACOFA, la taxe de consolidation familiale, qui est une espèce d'allocation de parents seuls, qui va permettre qu'une jeune femme, qui se fait enceinter par les irresponsables d'hommes que nous sommes, et qui est abandonnée, eh bien qu'elle ne se retrouve pas à s'occuper de son enfant seule. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Ça fait que elle va élever un futur garnement sans revenu, et ce garnement, quand il va intégrer les structures fédératrices institutionnelles, donc l'école de la République, il va déjà commencer à être un problème dès la base. Donc nous, on veut donner 50 000 francs CFA d'allocation à ces mères qui sont sans revenus, pour qu'elles puissent se faire le travail ce travail d'éducation qui est indispensable, ce travail d'éducation au niveau de la cellule familiale qui est indispensable et qui préfigure de la continuité, la suite. Donc voilà, on a un projet très clair, on a un projet sur l'éducation, la formation, on a des visions très claires, l'industrialisation, comment on va procéder sur l'énergie, on a un projet. Vous allez sur notre page internet, c'est www.mouvementprogressiste3.com, c'est simple, hein, www.mouvementprogressiste3 en chiffres, hein, 3, le chiffre 3.com, mouvementprogressiste3.com. Donc vous avez ça sur notre page. Et de toutes les façons, je vous ai dit que ça a valeur à être nourri par des contributions. On n'a pas toute la science infuse. Tous les jours, on aménage avec des idées nouvelles. Donc, chère Nathalie, j'espère que j'ai été assez clair pour vous. Un bonsoir à Zoumana, notre frère de la Côte d'Ivoire. Justement, peut-être toucher un mot sur la Côte d'Ivoire avec cette expulsion qu'il y a eu hier de Madame Yam, Nathalie, hein, cette africaine.
suite à des démêlés avec le pouvoir là-bas. Je le disais dans notre communiqué hier que le but pour nous, ce n'était pas de faire une ingérence dans les affaires de la Côte d'Ivoire. On était juste émus par le fait qu'on voit une fille d'Afrique aller chasser de son continent vers un continent tiers. C'est quand même un peu... on trouve que c'est difficilement supportable sur le plan émotionnel. Et voilà, nous appelions à la mansuétude des autorités d'Abidjan pour que, bon, même quand on a des différends, nous, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et donc, on ne peut pas se permettre d'émettre des jugements, mais de dire que même quand on a des différends, il va falloir qu'on apprenne à se supporter. Parce que si dès qu'il y a le moins de soucis, on s'envoie à la haie, on envoie un tel autre. Vous voyez quelle culture nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui en Afrique. Moi, autant ça me fait mal de voir certaines personnes à la haie, autant ça me fera mal de voir des gens que je n'aime pas aller à la haie. Je pense qu'il y a des choses que nous pouvons gérer entre nous. Donc voilà, on a, mon cher Zoumana, merci. On était émus par cette situation hier de Nathalie Yamb, qui est donc conseillère du président Mamadou Koulibaly du parti Leader. Donc voilà. Alex, je crois qu'on va devoir sortir. Il y a Marie-Angeline qui arrive là. Hein. Salut Marie-Angeline, coucou. Coucou à vous. Elle est, je crois, en Suisse. Hein. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est ça. C'est que cette plateforme doit regrouper les idées de tout le monde. Et on va la financer. Ça, ne vous en faites pas. Parce que le but, c'est quoi? Nous, on n'attend pas après les gens pour faire des choses. Nous commençons à faire. Et c'est dans l'action que les gens vont s'agréger. En très peu de temps, nous avons, si je vous annonce des promesses de sommes que nous avons, juste sur la base des idées que nous avons mises en place, du sérieux que nous dégageons, mais surtout les promesses de partenariat qu'on a à l'international. Des gens qui nous disent, on a essayé de faire les choses avec le Cameroun, ça n'a pas marché. C'est très compliqué le Cameroun. Vivement que viennent des gens qui comprennent aux affaires pour qu'on avance. Donc évidemment, nous, on évite d'en rajouter. Hein, les partenaires, attention, les partenaires ne sont pas que les partenaires occidentaux. Ah non. Parce qu'il y a une jointure avec les partenaires de la sous-région africaine, que ce soit, je vais dire, en Guinée équatoriale ou toutes ces autres, que ce soit, je vais dire, au Sénégal. Bien sûr. D'ailleurs, tu as invité prochainement à Dakar, que ce soit... en Côte d'Ivoire même. Bien sûr. Bref, il y a toute cette dynamique. Il y a des choses à apprendre. Moi, je vous dis que le président Ouattara, il a développé la Côte d'Ivoire de manière exponentielle en quelques années. Je suis reparti à Abidjan 5 ans après qu'il soit là et j'ai pas reconnu Abidjan. Donc il y a des choses à voir. Je suis certain que cette information, tu l'as pas. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que de manière officielle, le Rwanda a signé, je veux dire qu'un partenariat de communication avec le PSG, sur les mots du PSG aujourd'hui, c'est marqué « Venez visiter le Rwanda ». Ah ben voyez, c'est une vision. Je vous parle de quoi l'autre jour? Je parlais du tourisme. Du tourisme, exactement. Hein, quand on a dit, bon voilà, on va mettre Samuel Eto'o comme ministre du tourisme, et puis on a reçu toute une avoinée, les gens nous ont dit, et voilà, il nous ment. Il y a des spots publicitaires qui sont passés avec chaque joueur du PSG dire visite Rwanda, visite Rwanda, visite Rwanda. C'est-à-dire que pour montrer à quel point il y a des domaines d'activité qui ont besoin d'être mis en avant, et notamment le volet touristique. C'est pas étonnant si je veux dire que dans le gouvernement que tu as proposé, c'est-à-dire que tu as mis en avant quelqu'un qui est connu et reconnu comme notre neuf national. C'est peut-être pour certains, on va dire, un tout petit peu... Mais la réalité, c'est que dans le monde aujourd'hui... c'est pour ceux qui s'arrêtent toujours sur les moins des autres. Exactement, tout à fait. Je vous ai dit que l'être humain, c'est des plus et c'est des moins. C'est une part d'ombre et de lumière. Laissons l'ombre dans l'ombre, focalisons sur la lumière. Qui est saint de vous tous qui nous regardons? Qui est saint parmi nous? Personne n'est saint. On a tous nos moments d'égarement, nos moments d'errement. Mais ça ne nous enlève pas la valeur qu'on peut avoir. Je vous l'ai dit. Vous voyez que les États s'y mettent. Et c'était ça la vision. Quand je disais que même au niveau local, comment financer notre culture de telle sorte qu'elle puisse apporter des intrants à notre tourisme. Quand je disais qu'il fallait aider au financement des œuvres musicales à forte portée. C'est pour ça. C'est pour tout ça. Donc moi, j'avais pas cette information. Merci de... Merci de me la passer. Moi, j'ai vu le spot publicitaire cet après-midi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que le Paris Saint-Germain jouait avec les maillots ou
il y avait cet appel à visiter le Rwanda, et avec un spot publicitaire qui durera une 30, mais c'est très bien fait. Et aujourd'hui, les gens sauront que le Rwanda, c'est plus le pays génocidaire, mais c'est une destination touristique de haut vol. Et puis, faites attention, au Rwanda, personne ne peut s'amuser à jeter un bout de papier par terre. Oui. On ne jette pas un bout de papier par terre au Rwanda. Une ville comme Kigali figure parmi les 5 villes les plus propres du monde. Tout à fait. Et c'est pas de la magie. C'est que ces gens, ils ont voulu travailler pour arriver là. Donc moi, je pense qu'on peut, nous aussi, y arriver. Pardon. On peut y arriver si on veut mettre de la volonté. Et cette volonté, il va falloir la forcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne se fait pas d'illusions, on ne s'imagine pas que tout le monde est bien, tout le monde est gentil, et qu'on va arriver, les Camerounais vont applaudir. On va obliger les gens à avoir les attitudes qu'il faut pour qu'on aille de l'avant. Parce qu'en allant de l'avant, cela est profitable pour tous. En restant en arrière, ça nous crée un désagrément collectif. Exactement. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais toutes les fois que le Cameroun est moqué à l'étranger, on se sent tous insultés. Tous insultés. Ce n'est pas l'affaire de ce qui gouverne ou pas. On nous dit, ah, mais vous venez d'un pays merdique. Ah, vous venez d'un pays de merde, vous. Et tout. Vous pensez que ça fait du bien d'entendre parler de son pays comme ça? On dit que la poule ne supporte pas qu'on insulte son... Il y a un proverbe africain qui dit ça. Moi, je connais pas mal de proverbes africains. Je sais que mon grand-père ou ma grand-mère disait souvent qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Voilà, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et parfois, il faisait le parallèle en disant qu'il vaut mieux un petit feu qui réchauffe qu'un grand feu qui brûle. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, en réalité, c'est de construire un petit chemin, où il fera bon vivre comme avant. Parce que c'était ce qu'on propose là, c'est des choses que les générations d'avant ont connues. Tout à fait. À une époque, le Cameroun, c'était un pays où il faisait bon vivre, où il y avait la bonne gouvernance, où on était fiers, la fierté patriotique, elle existait, où il y avait le respect des aînés, le respect des anciens, jusqu'à ce que tout ça soit galvaudé aujourd'hui. Et on parlait de la jeunesse tout à l'heure, on a oublié l'histoire de la jeune femme camerounaise. On ne va pas se résoudre à la laisser entre les griffes des premiers porteurs de vérole, parce que on l'a paupérisée, on l'a affamée. Quand on affame une femme, la conséquence, ma grand-mère me disait aussi, souvent qu'il ne faut jamais laisser une femme affamée, c'est très dangereux. Donc on ne va pas continuer à laisser nos femmes affamées. Mais ce volet d'ailleurs est aujourd'hui repris de manière permanente et régulière par Gloria la Gloire, qui fera de la problématique de la femme, c'est-à-dire que comment dire ça, une des priorités. On l'a vu à Ebolova, aller dans les marchés, rencontrer ces femmes-là, ces Bamsa et consorts. Elle est rentrée avec beaucoup de réalité terrain. Elle est en train de travailler aujourd'hui, c'est-à-dire que pour que dès que la possibilité, c'est-à-dire que dès que le MP3 a la possibilité d'implémenter ces actions-là, c'est qu'elle sera en première ligne. Oui. Parce que la politique de la femme est vraiment un des chantiers prioritaires du MP3. Non, mais moi je pense que, pour aller dans le sens de Gloria, je pense que en réalité nous avons échoué. L'humilité commande aujourd'hui de dire à tous les hommes du Cameroun, se dire, bon, écoutez les mecs, on a eu 60 ans de gouvernance, où il fallait qu'on fasse nos preuves. Bon, le bilan est très catastrophique, plutôt. Est-ce qu'il ne faut pas essayer nos femmes? Moi, ça a été ça ma vision depuis des années. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur leadership s'il était porté par les femmes, en termes de politique publique, en termes d'administration publique? Moi, j'ai toujours pensé à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la capacité, ou plutôt l'opportunité d'implémenter ça. C'est-à-dire que, bon, voilà, nos femmes, on les a mis sur le bord du chemin. Regardez, c'est elles qui animent le dynamisme de notre pays. Un parti comme le RDPC, numéro 1 au Cameroun. Mais numéro 1, pourquoi? Numéro 1, parce qu'il est porté par ces femmes. Enlevez les femmes du RDPC et ça devient un parti moribond. On est d'accord. Les femmes, mais qu'est-ce qu'on leur donne en contrepartie? Elles n'ont rien. Je vous ai dit, on a 66 membres du gouvernement et il y a à peine 10 femmes. Pourtant, on vous dit que s'il n'y a pas de femmes, le RDPC, c'est une formation qui n'existe pas. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on revoie un tout petit peu le rapport que nous avons à nos femmes.
camerounaises, qu'on les implique davantage dans les processus décisionnels, et parce que je pense que ça peut apporter quelque chose de positif pour la société. De toute façon, c'est le projet que nous portons au niveau du mouvement progressiste 3. C'est cette idée de se dire que bon, avec elle, on peut faire des grands bonds, on peut aller de l'avant. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup qui soient dans le leadership, dans la gouvernance. De toutes les façons, celle que nous allons mettre sur pied, il faut qu'on mette en place cette protection, la protection de notre femme, la jeune femme, qu'elle ne soit pas à la merci de n'importe qui, juste parce que voilà, on n'a pas mis les mécanismes qu'il fallait mettre. Nous, il faut qu'on leur donne un petit revenu mensuel, parce que ce n'est pas, une fois de plus, faire du social, mais c'est de l'investissement. Tout à fait. C'est un agent d'investissement. Elle est chargée de perpétuer notre espèce, et elle est chargée de perpétuer notre espèce, mais une espèce de qualité. Et cette qualité, est-ce qu'on l'a en l'abandonnant à elle-même? Quand une femme commence à réfléchir à l'équation, comment les enfants vont manger, elle n'a pas de revenus, elle se retrouve à succomber à la première proposition malsaine et malhonnête qui passe par là. Voilà ce que nous avons fait de nos femmes. Donc il va falloir que ça s'arrête. Et nous, on a une idée très précise, la TACOFA, la taxe de consolidation familiale, on va l'implémenter tout de suite. Tout de suite. On parlait des jeunes tout à l'heure en disant formation, emploi, ok, mais quand ils vont travailler, le jeune sous le mouvement progressiste 3 ne doit pas être le jeune des années 2000 au Cameroun. C'est un jeune qui travaille, qui est propriétaire de sa maison. Tout à fait. Propriétaire de sa maison. Nous avons mis ce dispositif, on a un dispositif de loi qu'on appelle de locapro, donc de locataire à propriétaire. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'un jeune qui commence le travail, donc dans la société idéale donc, que nous visons. Il commence à 25 ans. À 25 ans. À 45 ans, il est propriétaire de sa maison. À 45 ans, il est propriétaire de sa maison. Alors qu'aujourd'hui, c'est à partir de 50 ans qu'on commence à réfléchir à voir est-ce qu'on pourra avoir une maison. Est-ce qu'on pourra être locataire déjà. Voilà. Donc voilà. Donc 45 ans, il est propriétaire. Comment? Eh bien tout simplement parce qu'il ne payera pas de loyer. Il va payer des traites qui feront de lui le propriétaire de sa maison, la maison qu'il a. Et pour ça, il faut qu'on construise des villes nouvelles. Vous parliez tout à l'heure de groupes africains avec lesquels on va travailler, parce que quand on dit international, les gens pensent que oui, ce n'est adossé que sur l'Europe. Mais non, dans international, il y a diversité. Vous avez des groupes aujourd'hui, même camerounais, le groupe Ketch, avec des savoir-faire reconnus partout à l'international, et qui s'est toujours distingué par le mieux-disant, parce que c'est les groupes qui vous font toujours moitié prix des travaux réalisés de très bonne qualité. Vous voyez l'échangeur qui sort de Douala. Tout à fait. Combien de gens savent que c'est un groupe camerounais qui a réalisé ce travail? Mais c'est le groupe Ketch. Ces groupes-là ont matière à être relancés. Il nous faut des champions de notre économie. Et c'est à nous de financer ces champions. On va leur financer comment? Par la commande publique. Si on les finance par la commande publique, nous avons des grosses entreprises qui vont recruter du Camerounais formé. Et c'est bien, c'est un cercle vertueux qui se met en place et qui est positif pour tout le monde. Donc je crois que ce soir, on a beaucoup dévisé sur ces questions. Il y a Christelle Raymond qui est au Luxembourg, qui nous fait un petit coucou. Je crois qu'elle est très touchée par le discours porté sur les femmes. Discours de sincérité, discours de bon sens. Hein. Et il nous faut ça. Et on a aussi une petite pensée pour Tchakwani. Ça doit être notre frère de l'ouest du Cameroun. Toute cette belle mosaïque que nous avons dans notre pays, qui est menacée aujourd'hui de voler un éclat, parce que les gens s'improvisent, spécialistes de région. Ça se fera pas. Non, ça ne doit pas se faire. Ceux qui veulent faire imploser le Cameroun, il faudrait qu'ils marchent sur nous. Ben oui. Et ça, on en profite pour passer ce message. Oui. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà passé des deals, des accords, marché sur 10 000 cadavres, mais arrivé au pouvoir. Par ces moyens, nous, on pense que nous aussi, qu'il faut qu'on aille vers autre chose, il faut un changement. Mais c'est pas un changement par tous les moyens. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que aujourd'hui, le MP3 a un site internet, et sur ce site, on peut voir et revoir tes différentes interventions d'aujourd'hui et celles d'avant aussi, parce que ta vie en tant qu'homme public ne commence pas qu'avec ton investissement dans la sphère politique. Ça, il faudrait que les gens le comprennent aussi, et que les gens aillent voir ce que tu as fait, qui tu as rencontré, et pourquoi est-ce que le parcours et la posture qui est la tienne aujourd'hui est une posture légitime. Oui, posture légitime. Vous savez, on ne s'improvise pas tout ça. Hein. Nous, on est
on est une génération assez spéciale, parce que, voilà, il y a un concours de circonstances, il y a des grâces dont on a bénéficié, des divinités qui ont fait de nous des gens qui sont frottés très tôt à certaines réalités, qui font que, bon, voilà, on est peut-être jeune, pas trop âgé en âge, mais avec une sacrée expérience, un sacré réseau, de sacrées réalisations et tout. On est dans le monde. Quand on parle de l'entreprise, on sait de quoi on parle. Moi, j'étais chef d'entreprise à 23 ans, 22, 23 ans, à l'époque, dans un contexte camerounais, vous voyez. Difficile. Voilà, difficile. Ça veut dire qu'on sait de quoi on parle. On a connu les magouilles, les chantages. Même si vous êtes les plus écoutés, on ne vous donne pas les marchés parce qu'il faut qu'on vous soumette par des moyens tortueux, des moyens satanistes. On connaît tout ça. Vous comprenez? Donc, on est passé par ça. Et c'est toutes ces expériences aujourd'hui qui font de nous des gens qui peuvent être utiles à notre pays. Mais pas forcément utiles en devenant président. Parce que je sais que c'est la rengaine actuelle. Tout le monde veut être président. Moi, ma conception des choses, c'est que on peut servir son pays. Moi, j'ai servi le Cameroun ces 20 dernières années sans jamais avoir eu un poste officiel quelconque. Sans l'avoir d'ailleurs attendu. Peut-être que j'aurais pas eu le même parcours si j'étais rentré de plein fouet dans ce système où on doit nommer les gens, où les gens ont la vie suspendue à attendre le décret qui va faire d'eux des hommes. Non, moi je ne le regrette pas, je ne le souhaite pas, je suis content de la trajectoire qui a été la mienne, celle d'un self-made man qui s'est battu par la force du poignet, par la force du travail. Quand je vous parle de mérite aujourd'hui, je sais très exactement ce que c'est que le mérite. Je ne parle pas de mérite comme d'autres qui se contentent de faire des belles envolées lyriques. Je parle de mérite parce que je sais que moi, je suis un produit du mérite. Et cette race de gens qui travaillent des heures et des heures pour avoir toujours des résultats supérieurs. Parce que pour avoir une carrière exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels. Il faut des sacrifices exceptionnels, j'allais dire. Donc voilà, Alex, ce dont on parle, on n'a pas besoin de la ramener tout le temps. Les gens honnêtes qui suivent le savent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la gouvernance aujourd'hui, qui étaient des petits jeunes étudiants à l'époque, quand on avait déjà fait nos preuves. Bon, malheureusement, on a installé un système qui vise à terre, essayer d'éteindre la lumière, de bloquer la lumière du soleil avec les mains. Ça ne se fera pas, malheureusement. Donc, mais de toute façon, aujourd'hui, il y a un alignement de planète qui est pour qu'on aille vers l'avant. Il faut que sortez de votre timidité, là, chers jeunes Camerounais. Aujourd'hui, le moment est venu de faire avancer les choses. Mais il faut que chacun mette un peu du sien dans la machine à décrisper le Cameroun, à libérer les énergies. Parce que c'est tout ce qu'il faut. Il faut libérer les énergies aujourd'hui et ramener de l'humilité. Hein. Moi, je dois être heureux d'être avec Alex, qui est quelqu'un de brillant, et vice-versa, pour qu'ensemble, qu'on soit utile pour notre pays. Donc voilà, merci Raï à accepter mon invitation. Oui, alors j'ai juste un problème, c'est que vous savez comment on fait, Alex, pour quand vous avez enfin quand vous avez atteint le maximum d'amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est rafraîchir la page, voir un tout petit peu les habits qui sont actifs ou inactifs, Ouais. et puis essayer d'épurer. Parce qu'il y a beaucoup d'habits qui sont là, en fait, déjà essayer de vraiment enlever les faux profils. Tous ces gens qui sont habits, mais en fait qui n'apparaissent pas des faux profils, c'est pas la peine d'avoir. Tous ces gens qui cachetonnent dans le gouvernement pour venir nous insulter dès qu'on veut amener les idées nouvelles, le progrès, ou pour essayer de jeter du discrédit sur nous. Tu es un voleur, tu es un machin, les gens qui ne te connaissent pas, hein, qui racontent leur vie, mais ils sont payés pour ça, je les comprends. Moi, j'en veux pas à ces gens-là, parce que je considère que leur échec, c'est l'échec c'est l'échec de tous les Camerounais à bâtir un système intelligent qui permettrait justement aux gens de pas se laisser expérimentaliser. S'ils ont un travail à faire, ils vont pas faire ça. Non. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils sont tenus par le petit biais de 10 000 CFA, voilà, qui vont faire ce travail pour à la solde des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Hein. Mais je peux vous dire une chose avec certitude. Aucun membre du leadership actuel ne peut être l'alternance au Cameroun. Je vous le dis, retenez-le, nous sommes le 5 aujourd'hui, le 4 décembre.
Le 4 décembre. Aucun membre de la gouvernance actuelle ne peut incarner l'alternance. Donc la seule chose qu'ils ont à faire, puisque de toutes les façons, moi je n'appellerai jamais à la chasse aux sorcières contre un Camerounais, parce que ce Camerounais c'est un frère. Alors, on a besoin de tout pour faire un monde. Et beaucoup de gens là sont des gens brillants, valables, mais qui sont fourvoyés parce qu'ils étaient dans un système qui favorisait la médiocrité. Donc peut-être que demain, dans un système où on veut le talent, on veut l'excellence, ces gens-là pourront être utiles pour notre pays. Donc on n'appellera pas à la chasse aux sorcières contre quiconque, au contraire, à l'apaisement et à l'aplanissement des rapports entre Camerounais, parce que c'est de ça que notre pays a besoin, en tout cas. Bon, je vous embrasse très fort, mes chers amis, et j'espère qu'on se reparlera très bientôt. Ça va devenir maintenant une habitude, on va se parler sur des sujets en temps utile et de manière directe comme ça. Voilà. Et il y a qui est là? C'est Nat Orchidée qui dit bravo. Bon, bonjour Nat, vous allez bien? Ok. Donc merci Alex pour cette tranche de vie. C'est un plaisir. De toute façon, comme tu l'as si bien dit, c'est un exercice qu'on va renouveler de manière, on va dire, hebdomadaire, 3 fois par semaine, histoire d'échanger comme ça, que tu puisses partager ton programme, partager ton projet de société pour le Cameroun, et puis que ça devienne interactif, parce qu'on a besoin de ça. Ok. Merci à vous tous et à très bientôt.